Vous avez tous déjà entendu parler de ce fameux contrat entre Sony et Marvel autour de Spider-Man. L'accord qui a permis à Tom Holland de rejoindre le MCU en 2016 avant de voler publiquement en éclats 3 ans plus tard. Tout le monde connaît les grandes lignes. Spider-Man appartient à Marvel, mais au cinéma, ses droits sont détenus par Sony. Seulement, derrière cette phrase se cache un accord bien plus complexe qu'il n'y paraît. Qui contrôle réellement le personnage? Pourquoi Sony est-il obligé de produire régulièrement un nouveau film Spider-Man? Ou encore pourquoi des films comme Morbius ou Madame Web peuvent exister? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre aujourd'hui. On va décortiquer les mécanismes cachés derrière ce contrat, les vrais chiffres, les vraies clauses, ce qui se passe vraiment quand 2 studios rivaux se partagent le personnage le plus rentable de l'histoire du cinéma. Pour bien comprendre ce contrat, on va devoir faire comme d'habitude et revenir quelques années en arrière à un moment très précis, en décembre 1996. À ce moment-là, Marvel est en faillite. Le marché des comics s'est effondré, les investissements ont mal tourné et Marvel n'a plus qu'une solution pour survivre, vendre. Alors j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais le groupe va devoir vendre les droits cinématographiques de ses personnages aux studios hollywoodiens. La Fox va acheter les X-Men et les 4 Fantastiques, Universal récupère Hulk, et puis il y a Spider-Man, le personnage qui est le plus populaire de Marvel, donc potentiellement le plus rentable. Sauf que le problème c'est qu'il est en plein litige juridique depuis 1993, avec plusieurs studios qui se battent pour ses droits, Canon Film, MGM et Carolco. Ce chaos judiciaire il va durer 6 ans, et au bout de tout ça, en mars 1999, un accord est finalement trouvé. La Columbia Pictures, filiale de Sony, achète les droits de Spider-Man à Marvel pour 7 petits millions de dollars. Et un autre détail que presque personne ne raconte, et qui change complètement la perception de cet accord, c'est que Marvel à ce moment-là ne voulait pas uniquement vendre les droits de Spider-Man. Le groupe voulait proposer d'acheter le droit de tous les personnages restants pour seulement 25 millions de dollars. Donc on aurait pu se retrouver avec tellement plus de films Marvel-Sony. En tout cas à l'époque ils ont fait leur choix, ça sera un catalogue exclusif de 900 personnages directement liés à l'homme araignée, de Tante May à Miles Morales en passant par Venom, absolument tout le Spider-Verse devient la propriété de Sony. Les années qui vont suivre, le studio ne va pas perdre une minute. En 2002, Spider-Man de Sam Raimi sort au cinéma, avec Tobey Maguire dans le rôle principal. Alors évidemment, vous êtes tous au courant, mais le succès il est immense. 821 millions de dollars au box-office mondial. Dès ce premier film, Sony comprend qu'il vient de mettre la main sur une véritable mine d'or. Les suites s'enchaînent vite, Spider-Man 2 et 3 sortent en 2004 et 2007. Au total, la trilogie rapporte près de 2,5 milliards de dollars dans le monde. Je vous rappelle, pour 7 millions de dollars. Alors évidemment, Sony ne compte pas s'arrêter là. Un 4e film est rapidement mis en chantier, toujours avec Sam Raimi et Tobey Maguire, mais après l'accueil plus mitigé de Spider-Man 3 et surtout les désaccords qui s'accumulent entre le réalisateur et le studio, Sam Raimi ne parvient pas à développer une histoire qui le satisfait tout en respectant la date de sortie imposée par Sony, et en janvier 2010, il préfère donc quitter le projet. Spider-Man 4 est annulé et Tobey Maguire abandonne lui aussi le costume. Assez logiquement, la bonne chose à faire à ce moment-là, c'est laisser Spider-Man souffler un peu. Le public n'est peut-être pas prêt à voir quelqu'un d'autre que Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker. Pourtant Sony va faire tout l'inverse. Plutôt que d'attendre, il décide donc de repartir immédiatement de zéro. Un nouveau réalisateur, un nouvel acteur, une nouvelle histoire. Seulement 5 ans après la fin de la trilogie de Sam Raimi, Spider-Man va déjà avoir le droit à son premier reboot. Donc en 2012, The Amazing Spider-Man, porté par Andrew Garfield, sort. Le film s'en sort plutôt bien, mais la suite, The Amazing Spider-Man 2, sorti en 2014, vire au casse-tête. Déjà les critiques ne sont pas aussi exceptionnelles que les précédents films. Pourtant si on regarde les chiffres, les deux films cumulent 1,4 milliard de dollars au box-office, donc sur le papier, c'est bon. Mais dans la réalité, c'est une immense déception pour le studio. Ces blockbusters coûtent une fortune, plus de 200 millions chacun, sans compter le marketing qui est astronomique. Donc la rentabilité, elle est bien plus faible que celle de la trilogie de Sam Raimi. Et en plus de ces résultats décevants, le studio subit un piratage informatique historique en 2014 qui dévoile tous ses secrets. Rajoutez à cela Andrew Garfield qui se brouille avec la direction après avoir séché un événement officiel très important, Sony se retrouve dos au mur face à un choix crucial. Continuer avec Andrew Garfield en espérant que la fin de la trilogie fonctionne, ou tout arrêter. Sauf que tout arrêter, c'est juridiquement impossible. Parce que dans le piratage de 2014, il y a une fameuse clause du contrat de 1999 qui est découverte. Et c'est très simple, dans cette clause il est écrit noir sur blanc que si Sony s'arrête, ils perdent le Spider-Verse. Pour bien comprendre la suite, je vais revenir plus précisément sur cette fameuse clause. Personne n'en parle jamais, et pourtant c'est la clé absolue de tout ce que vous allez voir sur vos écrans pendant les 25 années qui suivent la signature du contrat. Alors évidemment, tout le monde se doutait que dans les conditions du contrat, Sony devait produire des films à un intervalle régulier, mais personne ne connaissait les durées exactes. Mais tout va basculer en 2014 quand Sony va subir le fameux piratage. Des millions de documents secrets sont jetés en vrac sur internet. Il va falloir attendre le printemps 2015 pour que le média Gawker et le site Wikileaks publient l'intégralité du contrat confidentiel de 71 pages entre Marvel et Sony. Et dedans, voilà ce qu'ils trouvent textuellement.
Le terme de production s'étend indéfiniment tant que Sony continue à produire et sortir des films selon les règles suivantes. Sony doit commencer la production de chaque nouveau film dans les 3 ans et 9 mois après la sortie du film précédent, et doit sortir chaque nouveau film dans les 5 ans et 9 mois après la sortie du film précédent. Donc le studio a une double obligation, lancer un tournage tous les 3 ans et 9 mois et sortir le film fini en salle tous les 5 ans et 9 mois. Si Sony dépasse ce délai d'un seul jour, le piège se referme et ils ne perdent pas juste Peter Parker, ils perdent l'intégralité du Spider-Verse. Tout leur catalogue exclusif de 900 personnages repart instantanément et gratuitement chez Marvel. C'est aussi simple que ça. Et cette clause elle change vraiment tout. C'est pour ça que Sony produit des films en boucle, parfois dans l'urgence absolue, pour empêcher que le chrono tombe à zéro. En ayant la connaissance de tout ça, c'est beaucoup plus simple de comprendre pourquoi ils ont reboot Spider-Man en 2012. Alors évidemment, c'est pas la seule raison, mais ça contribue énormément à tout ce qui va suivre chez Sony. Le studio est prisonnier de sa mine d'or, il est condamné à produire encore et encore, sous peine de perdre, d'un coup de crayon, la franchise la plus rentable de toute son histoire. Cette parenthèse sur la clause, elle était indispensable, mais elle vous a peut-être fait perdre le fil de notre histoire. Donc je vous rappelle qu'on est toujours en 2014, après l'échec de The Amazing Spider-Man 2. Au moins maintenant on sait pourquoi Sony ne peut pas abandonner Spider-Man, mais on sait toujours pas comment le studio va réussir à le sauver. C'est donc en cette fin d'année 2014 que Amy Pascal, qui dirige Sony Pictures, se tourne vers Kevin Feige pour lui demander son avis sur l'avenir de la franchise. Seulement Feige, le boss de Marvel Studios, ne lui propose pas quelques modifications pour sauver The Amazing Spider-Man 3, son idée est beaucoup plus radicale, repartir une nouvelle fois de zéro, laisser Marvel Studios produire le prochain film et intégrer Spider-Man directement dans le MCU. Rendez-vous bien compte, pour Sony, accepter cette proposition reviendrait à reconnaître que le studio n'arrive plus à faire fonctionner seul sa franchise la plus précieuse. Mais après 5 films, 2 acteurs et un nouveau projet déjà fragilisé, Amy Pascal finit par admettre une chose, Sony est en panne d'idées pour l'homme araignée. Donc les négociations reprennent dans le plus grand secret. Sony veut conserver ses droits, ses revenus et le contrôle de ses propres films. Marvel de son côté veut pouvoir intégrer Spider-Man à son univers et participer à sa nouvelle direction créative. 2 studios rivaux vont donc tenter de construire un accord dans lequel aucun des deux ne souhaite réellement céder son personnage à l'autre. Et pourtant, le 9 février 2015, l'impensable devient officiel. Sony et Marvel annoncent qu'un nouveau Spider-Man va rejoindre le MCU. Mais vous vous doutez bien, derrière cette annonce historique se cache un partage de pouvoir extrêmement précis. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Sony n'a jamais rendu Spider-Man à Marvel. Je vous donne les termes exacts du deal de 2015. Et écoutez bien parce que chaque détail est très important. Sony conserve la propriété complète des droits de Spider-Man. Donc Sony finance à 100% les films, Sony a le Film Creative Control, le dernier mot créatif. Mais Marvel Studios, eux, produisent les films. Kevin Feige devient le producteur exécutif, Marvel Studios devient le leader créatif. Ils choisissent le ton, l'acteur principal et l'intégration au MCU. Autrement dit, Marvel imagine et construit cette nouvelle version de Spider-Man, mais Sony conserve le pouvoir de valider ou de refuser ses décisions. Ce que reçoit Marvel financièrement, c'est 5% du box-office brut dès le premier dollar. Pas 5% des profits, 5% des recettes totales. Et enfin, un point crucial, Marvel garde 100% des droits de merchandising qu'elle avait récupérés plus tôt en 2011. Donc tout ça s'applique exclusivement à un film Spider-Man. A l'inverse, si Peter Parker apparaît dans un film 100% MCU comme Civil War ou par exemple un Avengers, Sony ne touche rien. Alors ce deal de 2015, il couvrait initialement 5 films au total, et sur ces 5 films, les résultats vont être phénoménaux. D'un côté, on a les blockbusters de Disney Marvel Studios avec Captain America Civil War en 2016, Avengers Infinity War en 2018, et enfin Avengers Endgame en 2019. De l'autre côté, on a les films Sony avec l'aide de Marvel Studios, avec Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. Ce dernier d'ailleurs rapportera 1,131 milliard de dollars, le plus gros succès de toute l'histoire de Sony à l'époque. Au total, ces 5 films rapporteront plus de 8 milliards de dollars cumulés en salle, donc les 2 studios sont ravis, c'est un deal gagnant-gagnant. Alors notre histoire pouvait s'arrêter là, mais en août 2019, un élément va rebattre toutes les cartes. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, Sony célèbre un record historique. Far From Home vient de devenir le plus gros succès de toute l'histoire du studio. Mais à peine 24 heures plus tard, le média Deadline révèle l'impensable. Les négociations entre Sony et Marvel ont échoué. Après 4 années de collaboration, Spider-Man est sur le point de quitter le MCU. Ce que la presse ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que cette rupture, elle n'est pas récente. Elle avait en réalité eu lieu bien avant. Quelques années plus tard, dans le livre officiel de Marvel Studios, le Making of du MCU, Kevin Feige lui-même a révélé la vérité.
Il dit « La rupture a eu lieu aux 3/4 de la post-production de Far From Home. Il n'y avait qu'une poignée d'entre nous au courant, nous n'avons rien dit aux réalisateurs ni aux acteurs, nous ne voulions pas que ça affecte la finition du film ou sa promotion. Tout ce qui m'importait, c'était de terminer le film aussi bien que possible. » Donc imaginez-vous, pendant que Tom Holland faisait la promotion de Far From Home, pendant que Sony et Marvel célébraient publiquement leur collaboration, en coulisses tout était déjà cassé depuis des mois. Et ce qui a provoqué cette rupture, c'est une seule question, le pourcentage. Parce que le deal de 2015, il arrivait à son terme, et il fallait renégocier. Et Disney, propriétaire de Marvel, a fait une demande. Il voulait passer d'un partage à 5% pour Marvel à un partage à 50-50. Évidemment, avec en échange un cofinancement à 50% du film. Mais Sony a refusé, et le studio a proposé de garder les termes de 2015, 5% pour Marvel, rien de plus. Et ça va pas du tout plaire à Disney. Le géant américain va se retirer du deal, et quand l'affaire va devenir publique, le monde entier va essayer de sauver l'homme araignée. Les fans se mobilisent en masse, certains prennent parti de Sony, d'autres pour Disney. La fille de Stan Lee prend publiquement position pour Sony. Même Tom Holland, l'acteur qui joue Spider-Man, refuse de laisser tomber. Il va faire plusieurs appels téléphoniques directs entre les studios pour trouver un compromis. Au final, tout ça aura eu un réel impact, puisqu'en septembre 2019, un mois après la rupture publique, Sony et Disney annoncent qu'un nouvel accord a été signé. Et voici les nouveaux termes. Marvel Disney cofinance 25% du prochain film Spider-Man et vont toucher 25% des profits en retour. Kevin Feige reste producteur principal et le merchandising reste entièrement chez Disney. Évidemment, Spider-Man pourra continuer d'apparaître dans un autre film Marvel Studios. Ce nouveau deal donc s'applique en 2019. Il faudra simplement attendre 2 petites années pour qu'en 2021, Spider-Man No Way Home sorte au cinéma. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire le film est un réel succès, 1,9 milliard au box-office mondial, il devient le plus grand succès de tous les temps, de l'histoire de Spider-Man au cinéma. Je pourrais finir la vidéo en vous parlant de Spider-Man Brand New Day, et que le film a aussi le même accord que No Way Home, et c'est tout. Mais je vais vous prendre encore 5 minutes de votre temps pour vous parler du Spider-Verse de Sony au cinéma. Parce que certes, il n'y a que Sony sur ces films-là, mais vous allez voir qu'il y a eu quelques tentatives de s'ouvrir à beaucoup plus. Restez là, je vous explique. Pendant que Tom Holland évolue dans le MCU, Sony poursuit un autre objectif en parallèle. Construire son propre univers. En 2018, Sony lance Venom, sans l'aide de Marvel Studios et surtout sans Spider-Man. Sur le papier, le pari paraît étrange, créer un film autour d'un des ennemis les plus célèbres de Spider-Man dans un monde où Spider-Man n'existe même pas, le pari est risqué, mais ça va très bien marcher. Pour Sony, c'est la preuve qu'un univers entier peut être construit à partir de centaines de personnages compris dans sa licence, sans dépendre constamment de Peter Parker. Et à partir de ce moment-là, 2 univers vont donc avancer en parallèle. D'un côté, le Spider-Man de Tom Holland, produit par Marvel Studios, et de l'autre, l'univers de Sony, peuplé de personnages comme Venom, Morbius, Madame Web ou Kraven. 2 univers officiellement séparés, mais que Sony va constamment essayer de rapprocher. La première véritable tentative arrive en 2021. À la fin de Venom 2, dans la scène post-générique, Eddie Brock est soudainement transporté dans le MCU. Sur un écran de télévision, il découvre le visage de Spider-Man de Tom Holland. Le message paraît évident. Sony prépare enfin la rencontre entre Spider-Man et Venom. Mais quelques mois plus tard, dans la scène post-générique de No Way Home, Eddie Brock est renvoyé dans son univers avant même d'avoir rencontré Peter Parker. Son passage dans le MCU n'aura duré que quelques minutes. Alors il laisse tout de même derrière lui un fragment de symbiote, comme la promesse qu'un lien entre les 2 univers reste possible. Mais ce lien ne sera jamais véritablement développé. En 2022, Sony essaie une nouvelle fois avec Morbius, cette fois le mouvement se fait dans le sens inverse. Le vautour incarné par Michael Keaton dans Spider-Man Homecoming est mystérieusement transporté du MCU vers l'univers de Sony. Quelques semaines plus tard, il rencontre Morbius et lui propose de former une équipe. Sony semble alors préparer les Sinister Six, un groupe réunissant plusieurs ennemis de Spider-Man, mais là encore la promesse ne mène nulle part. Aucun Spider-Man n'apparaît, la rencontre entre Venom et Tom Holland n'a pas lieu, le studio va pourtant continuer d'élargir cet univers. Madame Web sort en 2024, puis Venom 3 et enfin Kraven the Hunter. Au total, Sony aura construit un univers de 6 films autour des personnages de Spider-Man, sans jamais le montrer. Et je préfère vous le dire pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, cet univers c'est un carnage, tous les films sont horribles. Et le plus étrange, c'est que pendant ce temps-là, Sony rencontre un immense succès avec un autre Spider-Verse, celui des films d'animation. Into the Spider-Verse remporte l'Oscar du meilleur film d'animation, et Across the Spider-Verse devient à son tour un succès critique et commercial. Donc à part son univers d'animation, Sony n'arrive pas à créer en live action quelque chose de stable. En 2026, le patron de Sony Pictures confirme qu'un nouveau départ est en préparation pour cet univers, avec de nouveaux personnages et de nouvelles équipes. Mais le studio n'abandonne pas pour autant sa licence. La série Spider-Noir, portée par Nicolas Cage, explore une autre version du personnage. Et parallèlement, comme je vous l'ai dit plus tôt, Tom Holland s'apprête à revenir dans le MCU avec Spider-Man Brand New Day, toujours produit grâce à la collaboration entre Sony et Marvel. Après plus de 25 ans, Sony exploite donc Spider-Man de 3 manières différentes, avec Marvel Studios, à travers ses propres productions et grâce au multiverse. Et c'est précisément ce qui rend ce système presque impossible à arrêter.
Au fond, ce premier contrat et ces deals n'ont jamais été une histoire de confiance entre Sony et Marvel, c'est une histoire d'intérêt. Sony possède les droits cinématographiques et doit continuer de les exploiter. Marvel possède le savoir-faire qui a permis à Spider-Man de s'intégrer au MCU, les deux studios peuvent avancer séparément, mais ensemble, ils gagnent beaucoup plus. Voilà pourquoi, malgré les tensions et les échecs, ils vont tout le temps revenir autour de la même table. Spider-Man est un personnage Marvel, ses droits au cinéma sont chez Sony, mais son avenir, lui, se décide forcément entre les deux. En tout cas, la prochaine fois qu'un film lié à Spider-Man sortira, vous saurez déjà un peu mieux qui féliciter ou bien critiquer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me donnera énormément de force. J'espère que vous passez un très bel été. À bientôt.